Merci. Bien, bonsoir à tous. Mon nom est Frédéric Lévy-Morel et moi ce soir je vais vous parler de Look & Fin. Look & Fin qui est une plateforme de crowdlending. Alors c'est un terme qui est un peu à la mode pour l'instant et depuis quelques années. Mais donc en d'autres termes, c'est quoi? Je reviendrai sur l'explication du crowdfunding, du crowdlending et des différentes appellations qui existent aujourd'hui, qui sont bien diffusées dans les médias. Mais donc finalement, Look & Fin, c'est quoi? C'est une place de marché où se rencontrent deux acteurs, des emprunteurs, qui sont des entreprises, des PME, d'une part, et d'autre part, des investisseurs, qui sont des prêteurs, et qui sont de deux types, des particuliers, essentiellement des particuliers, et d'autre part, des investisseurs institutionnels. Avant de rentrer dans le détail, je vais également aborder la présentation en guise d'introduction avec finalement les problématiques que nous rencontrons, enfin, ou en tout cas que nos clients rencontrent, pour vous expliquer un petit peu mieux, via l'illustration que je vais vous montrer dans un instant, à quel type de besoins nous répondons. On a donc deux propositions de valeur. On répond à deux types de besoins. D'une part, les entreprises qui recherchent des financements pour développer leurs activités, croître, et d'autre part, des investisseurs. Et les problématiques rencontrées par ces deux acteurs sont bien entendu différentes. Les prêteurs, eh bien, qu'ils y vestent, on en a vu un petit peu quelles pouvaient être les problématiques. Difficultés pour trouver des sous-jacents, où investir mon épargne pour faire fructifier mon épargne et pour pouvoir disposer de ma pension en fin de vie, mais également dans un contexte macroéconomique où les taux d'intérêt sont très très bas, et ce depuis plusieurs années. C'est des circonstances idéales pour développer des activités comme celle-ci, et on répond donc à un besoin qui consiste à permettre aux investisseurs de finalement pouvoir investir dans l'économie réelle tout en bénéficiant de rendements attractifs. J'en reviens aux difficultés rencontrées par les PME, puisque finalement c'est de là que tout part. Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter rapidement les conclusions d'une enquête que nous avons faite conjointement avec BESI, la Chambre de commerce bruxelloise, qui date un petit peu, qui remonte à mars 2016, mais les conclusions que nous avons identifiées sont toujours d'actualité. Pour ce faire, on a donc interviewé, sondé près de 2000 PME, basées à Bruxelles et dans les alentours de Bruxelles. Et là, j'insiste, nous avons sondé non pas des start-up, mais des entreprises qui ont un historique commercial, des PME que l'on peut qualifier de matures, à savoir des entreprises qui ont à minima 3 années d'historique commercial, 3 années d'existence, et qui font de 1 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on les a interrogées sur les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer lorsqu'il s'agit d'obtenir des financements bancaires, des financements entre guillemets traditionnels. Qu'est-ce qu'elles nous ont dit? La majorité d'entre elles, près de 60%, nous ont indiqué qu'elles estimaient qu'il était plus compliqué d'obtenir un financement bancaire depuis 2008. Ce n'est pas une grande surprise en soi. Depuis la crise financière, la régulation s'est renforcée, Bâle 3, Solvency 2, derrière toutes ces appellations un peu barbares. On a contraint les banques et donc finalement, il y a un problème de liquidité. Les banques ont moins prêté dans les années qui suivaient 2008, mais on a essayé de comprendre finalement derrière cette vérité concrètement quelles étaient les principales difficultés qu'elles rencontraient peut-être moins avant la crise de 2008. 3 difficultés. Première difficulté très concrète, la nécessité, l'obligation d'octroyer des garanties. Plus de 9 entreprises sur 10 interrogées nous ont dit qu'elles obtenaient du financement bancaire. Les banques prêtaient, leur prêtent, mais moyennant l'octroi de garanties. Alors c'est quoi des garanties? C'est une garantie sur le fonds de commerce, une garantie réelle sur un immeuble détenu par l'entreprise. Ça peut également être des cautions personnelles. Et donc là, les actionnaires ou les associés, le dirigeant de l'entreprise doit donner une caution personnelle pour pouvoir permettre à son entreprise d'obtenir un crédit. Donc, alors à nouveau, ici, les conclusions que nous avons mises en avant dans cette étude sont forcément intrinsèquement liées à la population, à l'échantillon des entreprises que nous avons
interrogé. Si on avait interrogé des entreprises multinationales qui font plusieurs centaines de millions d'euros de volume d'activité, les conclusions n'auraient pas été les mêmes. Mais ici, les TPE ou les PME, donc entre 1 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce type de problématique-là qu'elles rencontrent. Deuxièmement, le délai d'obtention des fonds. Lorsqu'elles obtiennent un financement bancaire, cela met plus d'un mois, en moyenne 6 à 8 semaines, pour pouvoir obtenir ce financement. Et finalement, c'est un peu paradoxal, mais ça rejoint un peu l'adage « on ne prête qu'aux riches », adapté aux entreprises. Il semblerait que plus on ait un besoin important à financer, plus il soit facile de le financer par la banque, et le seuil psychologique semble être aux alentours de 500 000 euros. Autrement dit, c'est plus compliqué d'obtenir un montant de 300 000 euros que de 2 millions d'euros, par exemple. Alors, face à ces conclusions, on a interrogé les entreprises pour savoir dans quelle mesure est-ce que, fort de ce constat, elles s'adaptaient et elles avaient recours à d'autres modes de financement, peut-être qualifiés entre guillemets d'innovants ou d'alternatifs. Et près d'une sur deux nous ont indiqué qu'en effet, elles avaient déjà eu recours à d'autres formes de financement, autrement dit des financements non bancaires, mais autres financements, ça englobe les subsides, des financements d'invest publics, de fonds d'investissement, de business angels, etc. Donc c'est divers et varié. On a posé la question en ce qui concerne le crowdfunding, et ça rejoint un petit peu la remarque de Tom Frank tout à l'heure qui disait que c'était 1 ou 2% le crowdfunding en Belgique et que c'était peu. On fait le même constat, en effet, moins de 10% d'entre elles nous ont indiqué avoir déjà eu recours à ce type de financement. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le marché, certes, est petit aujourd'hui, mais est en forte croissance puisqu'il fait plus que doubler chaque année et suit une tendance plus globale qu'on observe sur d'autres marchés, même plus matures dans le monde. Alors le crowdfunding, c'est quoi exactement? C'est un terme générique qui littéralement veut dire le financement par la foule. Donc finalement, cela permet via un site web de collecter des financements auprès d'internautes, auprès de particuliers, auprès d'institutionnels, etc. Mais cela regroupe plus précisément 3 types de métiers qui sont radicalement différents. Le premier métier, c'est le crowdfunding par le don ou par les préventes. Ce sont des plateformes comme Kickstarter, par exemple, qui permettent aux internautes de donner leur argent ou bien de donner leur argent à une start-up, non pas en n'attendant pas en retour un gain financier, un retour financier, mais une prévente. Ils vont donc acheter un produit qui n'est pas encore commercialisé en prenant le risque que le produit ne soit jamais mis sur le marché. Par contre, si le produit est mis sur le marché, ils auront bénéficié d'une ristourne commerciale et ils auront obtenu le produit un peu avant le marché. Donc ça représente 16% d'un marché global au niveau mondial, c'est-à-dire que 16% de tous les volumes qui passent par les plateformes de crowdfunding dans le monde le sont par ce biais-là. Deuxième métier, equity, 11% du marché. C'est quoi les plateformes crowdfunding equity? Ça permet aux internautes d'investir dans des projets qui sont des startups et en retour de cet investissement, l'internaute va devenir actionnaire de l'entreprise, va recevoir des parts du capital et va espérer pouvoir un jour revendre ses actions en espérant que ces actions entre-temps aient pris de la valeur et ainsi réaliser une plus-value. Ça s'adresse surtout donc à des startups, c'est 11% du marché. Et vous l'aurez compris, le gros du marché, plus de 70% du marché, ce sont les plateformes de prêt. Il y a 2 types de prêts. Du prêt aux particuliers, autrement dit, des particuliers qui empruntent par le biais de sites Internet, relativement compliqué et en forte croissance aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, qui ont une forte, un ADN et une tendance naturelle à emprunter, à utiliser leur carte de crédit, voire plus leur carte de crédit que leur carte de débit. Donc là, ce type de plateforme, c'est dans l'ADN de ces pays, et donc ça se développe fortement. C'est un peu moins développé en Europe. En Europe, les grosses plateformes qui se développent sur ce segment-là prêtent aux entreprises. Donc c'est le deuxième mode de financement, c'est du prêt aux entreprises. Cette tarte, elle représentait environ 34 milliards de dollars en 2016. En 2017, on a un peu plus de 70 milliards. Donc c'est un marché qui continue à doubler chaque année, avec des croissances différentes
sur des marchés, une croissance moindre sur des marchés plus matures tels que les pays anglo-saxons, et une croissance beaucoup plus forte, notamment sur l'Europe. Et donc si on regarde un petit peu, si on compare l'Europe aux États-Unis, à l'Angleterre, on voit qu'on a environ 10 années de retard. On s'est lancé, les premières plateformes sont apparues en Europe 10 ans après les États-Unis, c'est apparu aux États-Unis. Et on observe qu'on a exactement la même courbe de croissance en Europe que celle il y a 10 ans aux États-Unis, avec le même type d'ordre de grandeur de montants collectés, ce qui est encourageant. Alors le crowdlending, comment ça marche? Donc ici, je vais vous parler du financement d'entreprises. Ce sont finalement des prêts. Ce sont des prêts, en l'occurrence pour Look&Fin, qui vont de 100 000 à 1 million d'euros. Donc on n'est plus sur cette connotation financement de projet ou de start-up pour quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros. Ici, on vient vraiment, entre guillemets, même si ce n'est pas tout à fait vrai, entre guillemets, supprimer la banque de l'équation et permettre aux particuliers non plus de laisser leur argent dormir sur un compte d'épargne qui rémunère peu ou pas, pour qu'ensuite la banque reprête ses dépôts dans l'économie réelle. Ici, on dit simplement, supprimons la banque de l'équation, cet intermédiaire, on désintermédie le secteur et permettons aux particuliers de placer directement leur épargne sur le compte en banque d'une PME qui va employer des commerciaux, qui va développer ses activités, engager du personnel et rémunérer ses placements. De 100 000 à 1 million d'euros, sur des durées court, moyen terme, donc de 6 mois à 5 ans, avec des taux d'intérêt qui peuvent paraître attractifs dans les conditions de marché actuelles, entre 4,5% et 11% l'an. C'est la rémunération payée par l'entreprise et perçue par les investisseurs. Quels sous-jacents? Ce sont des PME matures, je précise, sans titrisation, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que par le biais de la plateforme, le particulier investit en faisant lui-même son shopping. Il choisit lui-même l'entreprise dans laquelle il souhaite investir. Il ne passe pas par un fonds qui ensuite va investir dans les entreprises classées, telle classe de risque, etc. Non, ici, le particulier se crée lui-même son portefeuille et investit lui-même dans les secteurs d'activité pour lesquels il a un certain intérêt, sur certains marchés moins ou plus que d'autres. C'est vraiment lui qui développe sa stratégie d'investissement. Ce sont des entreprises qui ne sont pas des start-up, des chiffres d'affaires de plus de 1 million d'euros, un résultat d'exploitation de plus de 50 000 euros, c'est-à-dire que l'entreprise est rentable, et tout secteur d'activité. Donc ça, ce sont vraiment nos critères d'éligibilité de base. La fourchette, en fait, est très large. La plus petite entreprise qu'on ait financée fait un peu moins d'1 million d'euros et emploie quelques personnes. L'entreprise la plus importante qu'on ait financée récemment fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 3000 personnes dans le monde. Donc ça, c'est vraiment le panel qui est très large. On va dire que la cible type, c'est l'entreprise qui fait entre 10 et 30 millions d'euros de volume d'activité et qui existe depuis une vingtaine d'années. Quel type de financement et de besoins on permet de financer? Du BFR, donc du fonds de roulement, des développements commerciaux, la croissance externe, on finance également des actifs incorporels, de la promotion immobilière, donc c'est divers et varié, mais c'est tout type de besoins que l'on peut financer sur du court moyen terme, c'est-à-dire sur une période de maximum 5 ans. Alors, timing et déroulement, comment se passe le process? Souvenez-vous des problématiques rencontrées par les entreprises au début de ma présentation dans le sondage que nous avons fait. L'une des principales difficultés rencontrées, c'est le fait que ça met du temps pour obtenir un financement lorsqu'on s'adresse à un acteur traditionnel. Et donc, l'une de nos valeurs ajoutées, c'est de pouvoir être très réactif et structurer un financement très rapidement. Et donc, ça se passe comme ceci, en 3 étapes. Sélection, la personne va en ligne déposer un dossier, déposer une demande, c'est quoi? Introduire son numéro d'entreprise, le montant qu'il recherche et le taux d'intérêt qu'il souhaite verser à ses prêteurs. Il fait apply, il appuie sur le bouton et instantanément, il reçoit un non justifié ou un oui. Et si c'est oui, alors là, on passe à une étape suivante qui consiste à le mettre en relation avec l'un de nos analystes qui va monter un dossier. Tout cela va prendre en moyenne 5 jours. Et à l'issue de ces 5 jours, le dossier va être présenté par notre analyste à un comité de sélection qui va marquer ou non son accord. Et en cas d'accord, on va négocier les conditions, rédiger un petit dossier d'une 15aine de pages. C'est nous qui nous en occupons. Donc l'entreprise n'a rien à faire si ce n'est à répondre à nos questions et à nous fournir un certain nombre d'informations. Et puis avec son accord, on publie ce dossier sur la plateforme. Là, c'est la souscription.
qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est la souscription en tant que telle. Voilà, excusez-moi. Là, c'est la souscription en tant que telle. Donc, lorsqu'on publie un dossier sur la plateforme, le délai de souscription est en moyenne de 4 minutes, ce qui justement permet à l'entreprise d'obtenir son financement rapidement comme il le souhaite. Donc, on publie un dossier et 4 minutes plus tard, l'argent, le montant est souscrit. On réceptionne ces fonds, on met les fonds à la disposition des particuliers. Jusqu'à présent, toutes les entreprises que nous avons sélectionnées ont été financées pour le montant qu'elles recherchaient. Donc à partir du moment où elle a passé l'étape de la sélection, elle est assez sereine et elle sait qu'elle peut être en mesure de signer son bon de commande ou de réaliser ses investissements, puisqu'elle sait qu'elle obtiendra le financement. Et ensuite, on a la période de remboursement, durant cette période de 6 à 60 mois, durant laquelle Look & Fin va prélever tous les mois, on travaille avec des échéances mensuelles, va prélever tous les mois l'entreprise du montant dû, va s'occuper comme une banque de prélever le précompte mobilier, le verser et le déclarer auprès de l'administration fiscale et de répartir le montant net entre les créanciers et de réaliser un suivi, un reporting en temps réel pour nos investisseurs. En toute transparence, la tarification, puisque c'est un peu l'idée des fintechs, c'est de pouvoir être transparent, notamment aussi sur le business model. C'est entièrement gratuit pour les prêteurs, un peu disruptif si on se compare à des gestionnaires de fonds, ce qu'on appelle des asset managers, où généralement il y a des frais d'entrée, puis des frais de gestion, et puis généralement des frais de sortie. Ici, c'est entièrement gratuit pour les prêteurs. Donc, autrement dit, le montant payé par l'entreprise, le taux d'intérêt payé par l'entreprise et le taux d'intérêt reçu par le prêteur. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et donc, on se rémunère exclusivement à la charge des emprunteurs, 2 000 € de frais de dossier, plus 4% de success fee, de commission, ces montants étant prélevés sur les fonds collectés. Donc on est sur une base, comme on appelle, no cure, no pay, c'est-à-dire que tant si l'opération n'aboutit pas, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, mais qui pourrait arriver un jour, l'emprunteur n'a rien à nous rémunérer. Alors quel rendement? Donc là, je vous ai parlé des entreprises. Le particulier, l'investisseur, qu'est-ce qu'il recherche? Très clairement, il veut investir dans l'économie réelle, comprendre dans quoi il investit, pouvoir choisir dans quoi il investit et surtout optimiser finalement et faire fructifier son épargne. Donc, systématiquement, la question du rendement pour les investisseurs se pose. Alors, comment est défini ce rendement? Ce rendement va dépendre d'un système de classe de risque propre à Look & Fin et donc qui dépend d'un certain nombre, d'une trentaine de critères financiers, mais pas seulement. On va le voir dans un instant. Et selon le score obtenu par l'entreprise, elle va être classée dans une classe de risque qui va de A à E. A, c'est forte capacité à honorer ses engagements financiers. E, c'est dossier spéculatif. Et bien entendu, plus le dossier va être risqué, plus il y aura une prime de risque à rémunérer. Et donc le A commence à 4 et le E termine à 11% l'an. Donc on a des prêteurs qui veulent faire que du A, plutôt bon père de famille, bien que ici, ça reste du capital à risque, donc ça reste quand même quelque chose de risqué, quand bien même on serait dans du A, bien évidemment. C'est du capital non garanti, important à préciser. D'autres partent du principe que de toute façon, la quote-part qu'ils investissent par le biais de Look & Fin est déjà une quote-part réservée à des investissements risqués, et donc ils ne veulent que du D et du E, jouer le jeu à fond, et d'autres veulent faire un panachage, chacun fait comme il veut. Comment ces classes de risque sont-elles définies? Il y a une trentaine de critères répartis en 5 familles qui chacune ont un poids, une pondération dans la note. Les revenus, on analyse les revenus, la récurrence des revenus, le business model, une dépendance éventuelle à un nombre limité de clients, etc. Pour 15%, la profitabilité endettement, 15%, les projections financières. On fait la projection financière de l'entreprise sur la période de remboursement, c'est finalement les capacités de remboursement. L'activité et le management, c'est avant tout une histoire d'hommes. Et donc, on fait un assessment sur le management, puisque c'est très important au-delà des chiffres et du marché. Alors, quelle est la clé de la réussite pour pouvoir faire en sorte que cela fonctionne pour le prêteur? C'est, pour optimiser son rendement, il faut diversifier. C'est vrai dans tous les placements financiers. C'est le fameux adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est d'autant plus vrai chez nous, puisque c'est du capital non garanti, et donc l'intérêt, c'est de diversifier. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez une courbe, 3 courbes. Une courbe bleue qui est la courbe des portefeuilles les plus performants, une courbe rouge qui est le portefeuille les moins performants, et la jaune, la courbe au milieu.
Et on voit une forme de convergence en termes de rendement, qui sont sur cette échelle-ci, au-delà de 15 dossiers. 15 dossiers, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, qu'est-ce que vous voyez ici sur les abscisses? On a regardé la population chaque fois de tous les portefeuilles qui étaient diversifiés au même niveau. Donc ici, qu'est-ce qu'on présente? On a regardé tous les investisseurs qui avaient investi 15 fois. On a ranké, donc on a classé ces portefeuilles des moins bons jusqu'aux meilleurs. Et les 10% des portefeuilles les moins performants sur cette population-là réalisent 6,52% de rendement annuel. Les plus performants, 9,28%. Et la moyenne des portefeuilles, 8,17%. Et ça, ce sont nos statistiques observées depuis près de 6 ans maintenant. Donc on a un certain recul, on voit une certaine convergence, donc on peut partir du principe qu'au-delà de 15 dossiers, on commence à être diversifié et qu'en vitesse de croisière, le rendement va varier entre 7 et 9%, tenant compte de cette diversification. Je terminerai sur une étude de cas pour vous montrer brièvement quelques entreprises que nous avons financées. Optimalis, c'est une entreprise dans le B2B basée ici en Wallonie qui fait du service à l'entreprise, service de gardiennage, etc. C'est un groupe 4S, si vous voulez, mais à plus petite échelle. Systemat, le groupe a été vendu récemment, le mois passé. Goder Group, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, ceux d'entre vous qui connaissent, c'est un groupe liégeois qui est également B2B. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte industrielle. Ils créent des machines qui produisent des câbles LAN. Les câbles LAN étant les câbles qu'on tire dans les océans pour mettre en place les services de télécommunications, fibre optique, etc. Eux produisent, secteur de niche mais à haute valeur ajoutée, eux produisent ces machines qu'ils vendent aux producteurs de câbles. Et la Biosphère, qui est un supermarché bio. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour chacune de ces entreprises? Eh bien, Optimalis Service B2B réalise 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est venu financer un MBO. C'est quoi un MBO? C'est finalement une transmission d'entreprise. Le fondateur voulait transmettre son entreprise à ses 3 enfants qui étaient finalement les dirigeants de l'entreprise depuis plusieurs années. Et on est venu faire un montant de 200 000 euros amortissable sur 4 ans à un taux de 5,75. Systemat, on est venu financer la cash-co du groupe qui fait 25 millions d'euros, dans un groupe qui est plutôt à environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est venu refinancer une dette groupe, donc permettre à la société qu'on avait financée de faire remonter une dette vers la société mère. 500 000 euros amortissables, 3 ans, 6,5. Goder, industrie, 60 millions d'euros de volume d'activité. On est venu financer du fonds de roulement, donc des gros contrats, notamment avec des clients américains, comme c'est des machines qui coûtent très cher avec un cycle de vente très long. On est venu préfinancer ces contrats, si vous voulez, 1 million d'euros. L'entreprise, pendant 24 mois, 2 ans, ne verse que les intérêts aux prêteurs pendant toute cette période-là. Et au bout de 2 ans, elle rembourse en une fois le capital, 5,75. Et puis distribution, et donc ici supermarché bio à Chaumont-Gistoux dans le Brabant wallon, un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, locataire de l'immeuble, a l'opportunité de devenir propriétaire de cet immeuble. On a structuré 300 000 euros sur 4 ans en cofinancement avec la banque Triodos. Alors, Look & Fin, qu'avons-nous fait? On a financé, le chiffre n'est plus d'actualité, on a financé environ 150 PME. On a collecté un peu plus de 30 millions d'euros, dont 10 millions ont déjà été reversés vers les prêteurs, c'est les taux d'intérêt que je vous présentais. On a fait un TRI, on a permis à ces prêteurs de réaliser un TRI, c'est-à-dire un taux d'intérêt moyen net de défaut de 7,65% l'an. C'est la performance de la plateforme sur la totalité des financements octroyés. On a une croissance annuelle de plus de 100% l'an, ça veut dire que chaque année, on fait plus que doubler notre taille, les montants que nous structurons pour les entreprises. Pour vous donner un ordre de grandeur, on structure pour l'instant entre 1 et 3,5 millions d'euros par mois. On est 30 personnes et on est également agréé par la FSMA. Tout à l'heure, Tom Frank disait bonne chance pour la FinTech, etc. Je confirme, ce n'est pas évident, mais on est agréé depuis début 2017 maintenant par la FSMA. Voilà, je vous remercie pour votre attention.